Madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les élus, madame et messieurs les généraux, mesdames et messieurs, donc je suis très heureux d'être ici et de renouveler effectivement le bon accueil qui a été formulé par le commandant de base. Je l'exprime aussi au nom du chef d'état-major de l'armée de l'espace, le général Bélanger, qui aurait aimé être ici évidemment, qui est pris par ailleurs. Il y a quand même une forte animation à Paris, comme vous pouvez le deviner, puisque on est en train de changer, on a changé de ministre évidemment, il y a des travaux sur le projet de loi de finances 2026, beaucoup de choses qui nous occupent, et aussi la situation sécuritaire qui est quand même dans une dynamique qui est assez remarquable dans la manière avec laquelle on assiste à une escalade de violence. Et donc c'est tout un environnement dans lequel on est amené à réfléchir et évidemment à s'entraîner. Et c'est la raison de Taranis, c'est s'entraîner pour être finalement à la hauteur des défis qui sont posés par la situation sécuritaire qui se dégrade. Donc moi je veux faire quelques constats avec vous, les partager et puis aussi appuyer sur quelques axes d'efforts qui ont été identifiés dans la vision stratégique du chef d'état-major de l'armée de l'espace qui a été diffusée en début d'année 2026. Déjà, 4 constats. Le premier, évidemment, c'est celui que l'on voit tous les jours lorsqu'on écoute la radio. C'est l'affolement, finalement, stratégique, on va dire, ou en tout cas la désorganisation des clés de sécurité qui avaient été mises en place depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est évident. On ne passe pas 6 mois sans avoir une rupture stratégique, sans avoir un nouveau conflit, sans assister à une escalade de violence. Et on voit bien que les différends entre les États se règlent de plus en plus par la violence que par la diplomatie ou que par les institutions comme l'ONU qui, dans les années 90, était quand même très prolifique en résolution. On l'entend beaucoup moins aujourd'hui. Mesdames et messieurs, en regard d'égalité, bonjour. Je suis le général Cédric Collardel et je commande la brigade aérienne d'assaut et de projection. À ce titre, j'ai la responsabilité d'assurer la formation, l'entraînement, mais également l'évaluation des unités du transit aérien qui sont positionnées sous mon commandement et de la plupart des unités opérationnelles qui opèrent sur avions de transport et hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace. En toute cohérence, j'ai également la charge du bon niveau de soutien opérationnel des flottes qui me sont confiées et également de leur gestion. La mission est claire, garantir que les forces du transport aérien militaire soient prêtes à s'engager à tout moment sur tout le spectre, d'un conflit de temps de paix à un conflit de haute intensité. Les images que vous venez de visualiser vous ont montré les principaux modes d'action actuellement utilisés. Sachez que le savoir-faire des équipages est pleinement reconnu dans le monde entier. Pour autant, le contexte géopolitique actuel, qui vient de vous être décrit par le major général, avec une intensification des menaces au cours des 3 dernières années, nous oblige à renforcer notre résilience et nous oblige également à renforcer notre capacité à régénérer nos forces. Et par voie de conséquence, elle nous impose de développer les savoir-faire opérationnels et techniques, de développer également nos efforts de préparation à la haute intensité et d'ouvrir de nouvelles capacités. Et en même temps, d'accélérer l'innovation, de renforcer notre interopérabilité en interarmée, mais également avec nos partenaires alliés et européens, mais aussi de modifier nos process en intégrant une gestion du risque au service de l'efficacité. Vous l'avez compris, le transport aérien militaire est en pleine transformation. Avec le lieutenant-colonel Choupin, commandant du centre d'instruction des équipages de transport et direct du volet voilure fixe, nous avons le plaisir de vous présenter cet exercice majeur de préparation opérationnelle de la brigade aérienne d'assaut et de projection, dont la partie LIVEX, c'est-à-dire en vol, se déroule en ce moment du 10 au 27 novembre. Taranis, pour Tactical Airlift Rehearsal Under Advanced, Non-Permissive and Intensive Scenario, tire son nom du dieu celte, du tonnerre et du ciel. Il symbolise la puissance et la maîtrise des éléments, deux valeurs que la brigade aérienne d'assaut et de projection porte au quotidien. Cet exercice va mobiliser les 3 composantes de la brigade, donc composantes avion, hélicoptère et transit aérien. Et l'un des objectifs est de former de nouveaux équipages à des qualifications haut de spectre, telles que Mission Commander, Package Leader et Element Leader, dans un contexte de haute intensité. Tant que le colonel Palermo vous l'a dit, nous avons 2 volets opérationnels dans cet exercice. Rotary Mission Commander Course pour la partie hélicoptère organisée depuis Orange et Fixed Wing Mission Commander Course pour la partie transit aérien et avion organisée principalement depuis Orléans. Nous avons donc 2 exercices au sein de l'exercice, interconnectés l'un à l'autre,
pour recréer les conditions les plus réalistes possibles d'une campagne aérienne moderne. La préparation a commencé plusieurs mois en amont et à partir du 3 novembre ont été lancées la diffusion du scénario opérationnel et la mise en alerte des unités pour s'exercer à une montée en puissance afin d'augmenter progressivement la disponibilité et la préparation des équipages et des matériels. Au-delà des qualifications, Taranis est un banc d'épreuves. Nous y testons, évaluons et certifions notre aptitude à planifier et à commander des dispositifs aériens complexes dans un environnement interallié et interarmé, mobilisant avions de transport tactique, hélicoptères, drones, avions de chasse, chaînes renseignement, forces spéciales, services de santé des armées. Nous vérifions ainsi notre capacité à s'intégrer dans un combat collaboratif de haute intensité, à coordonner des effets et à maintenir la cohérence tactique et opérative de nos modes d'action. Sur Taranis, nous testons également la résilience de nos modes d'action face à un environnement de plus en plus contesté. À ce titre, nous confrontons les équipages à un spectre de menaces larges, menaces sol-air, menaces air-air avancées, des environnements où la suprématie aérienne n'est pas forcément acquise, où la supériorité aérienne peut être parfois contestée, mais nous élargissons le spectre des menaces au spectre électromagnétique et également au cyberespace. Nous priverons donc les équipages à certains moments de l'exercice de moyens basiques. Ils n'auront plus la réception de signaux GPS, ils n'auront plus à disposition leur système de préparation de mission habituel, nous aurons recours à du brouillage dans leur communication. Et finalement, le but est assez simple, c'est de conserver notre capacité d'action, notre capacité d'adaptation et notre capacité à prendre des décisions dans des temps brefs pour garantir la continuité de nos opérations. Les mécaniciens, par les services techniques des escadrons et ou les ESTA, mettent également les bouchées doubles. Comme le général Collardel l'a expliqué, nous travaillons ainsi le MCO de combat, c'est-à-dire la maintenance des aéronefs en environnement dégradé. Intégrées dans le scénario de l'exercice, différentes vignettes viennent mettre à l'épreuve nos services techniques, mais aussi le soutien industriel pour maintenir la disponibilité des aéronefs malgré l'adversité. Plusieurs vignettes de MCO de combat seront jouées tout au long de l'exercice en conservant l'effet de surprise pour les participants. Par exemple, hier soir a été conduit un changement de radome après collision volatile, réalisé avec des moyens limités sous contraintes temporelles. Également le désembourbage d'un aéronef et un changement de roue sur piste sonore. Et est aussi prévu le changement d'un mât rotor à l'extérieur de la base grâce à une potence de campagne. Oui, tout à fait. En fait, c'est 8 brancards qui sont sur la paroi toujours. Donc en fait, un A400 qui va partir sur une mission faite, peu importe, à tout moment, on peut lui rajouter. Quand on presse la queue de détente, ça envoie des ondes électromagnétiques, mais en cône, donc, avec un grand angle d'onde qui va vers le drone. C'est un bras métallique qui sert pour supporter différentes armes de différents calibres. Donc on l'a créé pour avoir plus d'autonomie en vol, parce que normalement les armes dans la sûreté aérienne s'utilisent à deux, en binôme avec un chef d'équipe et un tireur embarqué. Comme ça reste quand même à la base un jeu vidéo, on peut mettre en pause, on peut rebattre la mission, on peut la relancer, etc. autant de fois qu'on veut, alors qu'en vol, c'est un peu plus compliqué. Et on peut vraiment travailler des ateliers très précis. On n'a pas besoin de faire décoller l'avion pour faire un engagement RR. L'avion est déjà en l'air et ils peuvent le jouer 40 fois dans l'après-midi s'il le faut. C'est vraiment fait pour immerger l'équipage dans une situation tactique. Aussi bien la préparation que à la restitution, là, ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est travailler avec les avions de chasse, travailler avec les contrôleurs. Qu'est-ce que je fais si j'ai un engagement solaire, RR? Qu'est-ce que je fais si des troupes au sol, sur le terrain sur lequel je dois me poser, il se passe tel ou tel événement, etc. C'est ce genre de choses qu'on va travailler. En direct.
la dernière vérification avant de dernier était très rapide, et qui permet donc de commander d'être opérationnel au sol au plus vite après l'arrivée de la patrouille. Ensuite, cette phase, le Caracal est protégé. Cette séquence illustre les nouvelles missions de protection du territoire national et en opération extérieure au cœur des menaces hybrides et technologiques contemporaines. L'état d'esprit de l'OTAN Monde a été déployé pour la commémoration du 80 ans du débarquement, Jeux Olympiques et le Salon international du Bourget et a prouvé son efficacité. L'été dernier, elle a notamment permis de neutraliser un drone à proximité d'une zone à défendre et le Fennec a ensuite guidé les forces de police vers le téléopérateur. Le Fennec en version tireur d'élite à la porte. La deuxième machine se présente devant vous. Donc avec la nouvelle caméra, dont vous pouvez voir la retransmission sous la tente en direct. Et le tireur à la porte. On favorise l'effet de masse, mode d'action privilégié de la haute intensité. Vous pouvez apprécier la capacité d'atterrissage court de la 400M devant vous. Alors il faut savoir que ces approches sont particulièrement intéressantes, comme vous pouvez le voir, car en plus d'être d'une efficacité redoutable, elles permettent à des avions de différentes catégories de pouvoir se poser sur une même piste. En effet, il faut se rendre compte que la 400M crée énormément de turbulences de sillage derrière lui à cause de sa masse, et qu'une approche sur la même trajectoire pourrait être fatale pour des avions plus petits comme le Casa. D'où des approches avec différents points d'aboutissement. Donc en quelques dizaines de secondes, la vitesse de tous les appareils est maîtrisée et permet de procéder au débarquement de troupes, plusieurs dizaines de combattants en armes. En face de vous, les équipages viennent de simuler une prise à partie au cours de laquelle un membre d'équipage a été blessé. Pris en charge rapidement par les militaires formés au sauvetage au combat, son état va être stabilisé pour lui permettre d'être évacué. Là encore, le dispositif hélicoptère va agir de manière coordonnée. Les Fennecs arriveront en appui pendant le posé du Super Puma. L'organisation de la chaîne de soutien médical en opération est une phase incontournable menée par l'adjudant Mansart, convoyeuse de l'air à l'escadrille aérosanitaire. Le but, c'est d'arriver le blessé dans un bloc opératoire de campagne afin de recevoir les gestes chirurgicaux d'urgence. Il bénéficiera de Tactical Medical Evacuation en hélicoptère. Au terme de la phase principale d'action, le commando rejoint la zone de récupération pour embarquer dans le Caracal. Là encore, les hélicoptères Caracal offrent une diversité de modes de récupération permettant de faire face à chaque situation. Frayage, évacuation par grappe ou nacelle, ou simplement par pause tactique. Tous les équipages s'entraînent pour répondre aux besoins opérationnels et apporter la bonne capacité au moment opportun.